La perte de cheveux, c'est un sujet qui peut vite devenir une source d'angoisse. Ah oui, tout à fait. Et quand on cherche des solutions, on est bombardé d'options. Ça va des traitements médicaux très lourds aux astuces de grand-mère. C'est un vrai labyrinthe. Et dans ce labyrinthe, il y a un nom qui revient tout le temps, le finestéride. Et nos sources, en fait, elles nous plongent au cœur de ce dilemme. Lequel exactement? Faut-il s'engager sur la voie de disons, de la confrontation hormonale, avec tout ce que ça implique, ou est-ce qu'il y a une autre approche? C'est exactement ça la mission d'aujourd'hui. Mettre ces deux mondes face à face. D'un côté, la science médicale pure et dure, et de l'autre, une philosophie de soins, beaucoup plus naturelle. Le contraste est saisissant. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, commençons par le côté médical. Le finastéride, qu'on connaît sous les noms Propecia ou Proscar, le principe, si j'ai bien compris, c'est de bloquer une hormone. Ça a l'air efficace, mais un peu effrayant aussi, non? L'action est très très ciblée. En fait, le finastéride inhibe une enzyme bien précise, la 5-alpha-réductase. La 5-alpha-réductase, d'accord. Oui, le rôle de cette enzyme, c'est de transformer la testostérone en une autre hormone, la DHT. Et c'est cette DHT qui est la grande responsable de l'alopécie androgénétique. Donc, en bloquant l'enzyme, on bloque la DHT, voilà, on fait chuter son taux, et ça freine la miniaturisation des follicules. Mais les sources sont très claires là-dessus, hein. On parle d'un mécanisme puissant. C'est pas un simple complément alimentaire, hein, quoi. Ah non, pas du tout. Ça nécessite une prescription et un suivi médical très strict. Et c'est là qu'on arrive au cœur du problème. Le fameux prix à payer. Parce que si on modifie son système hormonal, j'imagine qu'il y a des conséquences. C'est le point sur lequel les sources insistent le plus. Et les effets secondaires potentiels sont sérieux. C'est-à-dire, Sur le plan sexuel, par exemple, elles listent une baisse de libido, des troubles de l'érection. ok, déjà ça. Mais ce qui est peut-être plus alarmant, ce sont les risques psychologiques. On a des cas de dépression, d'anxiété et, dans des situations extrêmes, des pensées suicidaires. Ah oui, quand même, c'est énorme. Ça donne à réfléchir. Pour un problème que beaucoup voient comme purement esthétique. Absolument. Et pour enfoncer le clou, les documents parlent du syndrome post-finastéride. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un état où les symptômes peuvent persister des mois, voire des années, même après avoir totalement arrêté le traitement. Même après l'arrêt. Oui, ça montre bien que ce n'est pas juste un produit de beauté, c'est une vraie intervention médicale avec un impact qui peut être global. Bon, après avoir entendu ça, je comprends que quelqu'un se dise « Ok, très peu pour moi ce cocktail hormonal ». Est-ce que les sources proposent une voie moins radicale? Oui, et c'est un changement de cap à 180 degrés. L'alternative qu'on trouve abandonne complètement l'idée d'une intervention interne. On arrête de vouloir tout changer de l'intérieur. Exactement. On passe à une philosophie de soins externe. Le but, c'est de nourrir et d'embellir la chevelure qui est déjà là. Et un des articles donne un exemple très inattendu avec un ingrédient de cuisine. Ah, Lequel? l'amidon de maïs. Attends. De l'amidon de maïs, la maïzena, qu'on a tous dans nos placards. Là, je suis un peu sceptique. Qu'est-ce que ça viendrait faire sur des cheveux? Et c'est une excellente question, parce que ça souligne la différence d'objectifs. Il faut être très clair. Les sources ne présentent pas ça comme un remède contre la chute hormonale, d'accord? C'est une nuance cruciale. On ne combat plus la même chose. Voilà. Le but n'est plus de stopper la chute à sa racine, mais d'améliorer l'aspect et la santé des cheveux qu'on a. C'est un changement complet de perspective. Ok, je vois. Alors, dans cette optique de soins, quels seraient ses bienfaits? D'après la source, il en a plusieurs. D'abord, il absorbe très bien le sébum, un peu comme un shampoing sec naturel. Pratique. Ensuite, il gainerait la fibre capillaire, ça peut aider à mieux définir les boucles, à limiter les frisottis. Et enfin, il aurait des propriétés apaisantes pour les cuirs chevelus un peu irrités. Et on l'utilise comment? Il est présenté comme une base, toute simple et accessible, pour faire des masques maison, par exemple avec un peu d'huile de coco et du miel. On a donc deux philosophies qui s'opposent totalement. D'un côté, l'approche frontale, un médicament puissant qui s'attaque à la cause hormonale, mais avec des risques bien réels. Des risques systémiques, oui. Et de l'autre, une approche d'accompagnement, des soins naturels qui visent à magnifier ce qui existe, sans promettre d'arrêter le processus de fond. C'est exactement ça. Et ce que nos sources montrent bien, c'est que le choix, ce n'est pas juste efficacité contre inefficacité. C'est un arbitrage bien plus personnel entre le bénéfice qu'on cherche et le niveau de risque qu'on est prêt à accepter. L'information complète, c'est la clé en fait, Toujours. pour pouvoir prendre une décision vraiment éclairée. Ce qui nous laisse avec une question de fond. Face à la perte de cheveux, la vraie question n'est peut-être pas comment l'arrêter à tout prix, mais plutôt quel est mon objectif réel?
Est-ce que c'est de gagner la bataille en acceptant les risques, ou est-ce que c'est de faire la paix avec la situation et de se concentrer sur la santé et la beauté de sa chevelure en la cultivant de l'extérieur?